Bonjour à vous, nous sommes sur le plateau de Victoire Live dans une génération 100% féminin. Oui, notre émission aujourd'hui aura pour thème le plafond de verre, la stratégie pour les femmes. Alors, il faut savoir que donc Femmes Générationnelles est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. Et à travers ce réseau, nous avons fait en sorte que vous puissiez avoir, vous, femmes, une tribune où vous viendrez nous parler de votre expertise, de votre témoignage de vie, de vos expériences, qu'elles soient spirituelles, religieuses, professionnelles, sociales et voire financières, afin de nous communiquer votre savoir, ce que vous connaissiez, ce que vous saviez, et surtout de pouvoir tout simplement vous inscrire dans la durée. Nous avons besoin de découvrir vos profils dans vos domaines respectifs et surtout de savoir ce que vous pouviez nous apporter, car votre voix compte. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons une panéliste, Aurore Foukissa, qui nous fait le plaisir d'être présente sur ce plateau. Bonjour Aurore. Bonjour Sandrina. Alors je suis très contente et très ravie que tu aies répondu présente à cette invitation. C'est un honneur pour moi de te voir là présente, parce que je pense que toi et moi, on se connaît quand même de belle lurette, et ça fait très plaisir d'avoir déjà non seulement une copine, une amie, mais aussi une collègue, Oui, et ensuite par la suite une collaboratrice aujourd'hui, et on se dit que le temps est passé. Exactement. Que mais le temps il est passe passé. bien, donc c'est très bien. Voilà. Déjà, merci pour ton invitation et je suis également très heureuse d'être là. Alors aujourd'hui, nous avons Aurore sur ce plateau. Nous allons rentrer dans son univers. Nous allons aller la découvrir. Elle va nous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait, mais surtout nous allons aborder le thème d'aujourd'hui qui est le plafond de verre. Mais avant toute chose, elle va d'abord se présenter. Elle va nous dire qui elle est. Alors Aurore, est-ce que tu peux te présenter à ce public qui nous suit? Bonjour, alors je suis Aurore Foukissa. Je suis écrivaine, modératrice, chroniqueuse littéraire. Et dans la vie, je suis chef de projet et responsable d'équipe dans le courtage d'assurance. Alors, je vous disais que je suis écrivaine. J'ai publié des nouvelles dans des recueils collectifs. Je suis modératrice d'événements centrés sur la communauté africaine et les personnes afro-descendantes. Et je suis également chroniqueuse littéraire. J'ai des chroniques littéraires que j'anime sur Africa Radio et également par d'autres biais sur des podcasts concernant principalement la littérature afro-descendante. Voilà. Et sinon, je travaille dans le courtage d'assurance. Alors Aurore, est-ce que tu pourrais tout simplement, en quelques mots, expliquer à ces femmes qui nous suivent qu'est-ce que c'est que l'afrodescendance? Alors, l'afrodescendance, ce sont les personnes d'ascendance africaine, mais qui ne sont pas nées sur le continent africain. Dans cette catégorie, on englobe également les personnes descendantes d'esclaves, en fait, puisque ce sont des personnes d'ascendance africaine, mais qui ont été déportées dans d'autres continents lors de la traite négrière. Et donc, ces personnes, on peut les retrouver sur tous les autres continents, évidemment en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Amérique du Nord et aux États-Unis. Et donc, Excuse-moi. et donc du coup, c'est les personnes, et on les retrouve également aussi en Europe. Hein. Donc, les personnes afrodescendantes, ce sont donc toutes les personnes d'origine noire qui viennent du continent africain et qui ont été, qui se retrouvent, voilà, dans le reste du monde. Voilà, donc Aurore nous a donné l'explication de l'afrodescendance. C'était important parce que bon, Oui. peut-être que les personnes qui sont de l'autre côté ne savent pas, ou ils entendent souvent parler de ce mot, mais sans vraiment pour autant mettre le mot à cette définition. Alors aujourd'hui, on est sur le plateau et nous allons parler du plafond de verre. Mais avant de parler du plafond de verre, je sais qu'aujourd'hui, tu as justement créé ton podcast. Alors, est-ce que tu peux nous en parler avant de définir le plafond de verre? Alors, j'ai créé effectivement un podcast qui vise à valoriser les parcours scolaires et les parcours professionnels des personnes racisées. Alors, un autre terme, racisé. Les personnes racisées, on n'entend pas raciser toutes les personnes qui ne sont pas blanches et qui sont d'une autre appartenance, on va dire géographique, ethnique. J'aime pas trop ce mot, donc on va dire qu'ils sont d'une appartenance culturelle différente et qui ne sont pas
pas en tout cas occidentale. Donc c'est ça qu'on entend par personnes racisées. Et j'ai voulu orienter ce podcast sur les personnes racisées pour ne pas le restreindre uniquement aux personnes afrodescendantes, parce que dans les personnes racisées, on retrouve également des personnes d'origine asiatique, des personnes d'origine maghrébine, et voilà, toutes les personnes qui sont par définition non blanches, mais qui font également, qui peuvent également être l'objet de discrimination. Donc ce podcast, qui s'appelle Le plafond de verre, a été créé, vise à recueillir en tout cas des témoignages du vécu de ces personnes dans leur sphère professionnelle et dans leur sphère scolaire. Donc le podcast, il existe sur la plupart des réseaux sociaux et sur la plateforme YouTube également. Et donc là, vous pouvez consulter ces vécus. Je vais à la rencontre de ces personnes qui nous partagent leur vécu. Et donc, il y aura plusieurs thématiques, ça promet. Voilà. Voilà. Donc, on ira découvrir ton univers, hein, on ira voir ce que tu fais. Et je pense que ça sera très enrichissant. C'est important de nous soutenir, nous, femmes, les unes des autres, mais surtout d'aller à la quête de ce savoir, parce qu'elle sera justement l'ambassadrice de toutes ces femmes qui passeront à travers son podcast et qui viendront nous donner aussi leur témoignage, leur expertise et de découvrir aussi leur univers. C'est très important et c'est vraiment nécessaire. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons la découvrir sur une thématique qui est le plafond de verre, qui est tout simplement la base. Mais avant de parler du plafond de verre, il y a la stratégie des femmes et ça, c'est vraiment la particularité. Mais sur ce plafond de verre, nous allons lui demander la définition du plafond de verre. Est-ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est et pourquoi le plafond de verre? Alors, avant de donner la définition du plafond de verre, j'aimerais apporter une précision. Le podcast est mixte, hein. Il est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes. Et d'ailleurs, le premier témoignage qui a été partagé est celui d'un homme. Pour fermer cette parenthèse, le plafond de verre, en fait, c'est lorsque l'on peut constater que des personnes d'origine qui font partie de minorités visibles ont des difficultés à accéder à ce qu'on appelle à des postes à responsabilité. Lorsqu'à un moment, on peut constater une stagnation dans leur carrière, en fait. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. S'il faut revenir aux origines du terme sociologique, le plafond de verre, c'est une expression qui est utilisée en sciences sociales et qui a surtout été en fait assimilée à l'évolution professionnelle des femmes à la base, et ensuite ça a été élargi au reste des populations marginalisées. Voilà. Alors, quand tu nous parles des populations invisibles, qu'est-ce que tu entends par ce mot? Alors, j'ai plutôt dit minorité visible. Et donc, dans les minorités visibles, effectivement, on comprend ce que je vous disais tout à l'heure, les personnes racisées, en fait, hein, les personnes qui ne sont pas blanches et voilà, qui sont cataloguées sous l'acronyme, on va dire, minorité visible. Alors, et aujourd'hui, donc sur ce plateau, nous allons parler donc de la femme, hein, de la stratégie par rapport à ce plafond de verre. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire à ton public? Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette thématique? Alors, avec Sandrina, on a choisi de vous parler des stratégies que peuvent employer les femmes par rapport au plafond de verre, parce que comme je le disais justement, le plafond de verre, c'est la difficulté en tout cas d'évoluer dans sa carrière professionnelle et d'accéder à des postes à responsabilité. Et l'idée étant en fait de pouvoir, par nos expériences, par les expériences que j'ai pu recueillir, proposer des stratégies, en tout cas aux femmes, comment déterminer un plan de carrière, comment viser un poste à responsabilité, quels sont potentiellement les tips, on va dire, les bonnes pratiques à avoir pour pouvoir accéder à ce type de responsabilité, comment on s'intègre dans une société, en fait, hein, simplement, pour pouvoir atteindre ses objectifs professionnels. Donc, c'est un peu ça qu'on va développer avec vous aujourd'hui. Alors, en parlant d'intégration, justement, on va peut-être commencer par là déjà. Alors, aujourd'hui, comment et quelles sont les clés, les pistes que tu pourrais donner aux femmes qui sont justement issues de cette invisibilité-là, de pouvoir s'intégrer au sein de la société? Alors, moi, je parle principalement du cadre professionnel. Bien donc, sûr. On va dire, voilà, en entreprise, quand on arrive dans une entreprise, il faut pas rester dans son entre-soi. Il faut pas se comporter comme une personne d'une minorité visible, même si c'est ce qu'on est, évidemment. Ce qu'il faut, le premier conseil que je donne, en tout cas, c'est de s'intégrer. S'intégrer, ça veut dire aller vers les autres. Ça veut dire potentiellement nouer des liens avec des personnes qui ne sont pas forcément de notre équipe, des personnes qui ne sont pas forcément
forcément du service dans lequel on travaille. Déjà, prendre connaissance de la société, nouer du lien social. Et le lien social, il y a des petites stratégies. Ça peut être aller fumer avec ses collègues quand ils vont fumer, bien qu'on ne soit pas non-fumeur. Hein. Ça ne veut pas dire que j'incite les gens à fumer, pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est que lorsque vous avez des collègues qui vont faire une pause de cigarette, vous pouvez y aller avec eux pour prendre l'air. Et c'est en général dans ce genre d'endroit qui se passe des échanges et qu'on est informé de ce qui se passe dans la société. Et ça permet aussi de créer des contacts et du lien social. Pourquoi je conseille d'avoir du lien social? Simplement parce que lorsque vous avez du lien social avec vos collègues, ça vous aide à bien vous intégrer dans votre environnement. Ça vous permet d'être au courant de ce qui se passe autour de vous, de comment votre environnement fonctionne, et ça permet surtout aux gens aussi également de mieux vous connaître et donc d'aller vers vous et voilà, de dépasser, on va dire, d'une certaine façon leurs a priori. Donc ça, c'est l'une des stratégies que je propose en disant qu'il faut s'intégrer en fait. Mais est-ce que je me permets de te tutoyer, hein, Ah là, oui, oui, voilà, là, ça sera vraiment une causerie assez féminine, et puis on va essayer vraiment de casser, de briser vraiment tout ce protocole-là. Alors, dis-moi, Aurore, concernant la culture, on a tous une culture, on vient tous de quelque part, et bien évidemment, quand on arrive dans un milieu professionnel, on vient quand même avec notre bagage, on vient quand même avec notre issue. Et une fois qu'on se retrouve donc dans un environnement neutre, il va falloir s'intégrer déjà selon l'environnement dans lequel on se trouve, mais surtout le fait qu'on est dans une république, quelque part. Et par rapport à ça, nous qui avons une culture, tout le monde, de toute façon, même les Français de souche ont une culture, ils viennent quand même de quelque part. Alors, une fois qu'on est justement dans cet environnement-là, est-ce qu'on doit mettre notre culture de côté? Est-ce qu'on doit la faire valoir à ce moment-là? Comment? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Qu'est-ce que tu pourrais percevoir par rapport à cela? Moi, je dis on est qui on est et on n'a pas... ce qu'on est, c'est pas un habit qu'on met et qu'on enlève quand on en a envie, en fait. Hein. Notre culture, elle fait partie intégrante de nous. Après, elle s'exprime de diverses manières et on peut avoir différentes manières de la valoriser. Ce que je dis, c'est pas qu'il faut se dénaturer quand on se retrouve dans un environnement professionnel. C'est simplement qu'il faut s'adapter à son environnement. Dans une entreprise, il y a des codes. Il y a des codes sociaux pour pouvoir évoluer avec les gens et il y a aussi surtout des bases. Simplement, être à l'heure en réunion, par exemple, créer du lien social, on en a parlé tout à l'heure, pouvoir respecter les règles qui sont en vigueur au sein de l'entreprise. Pour tenir ces règles, on n'a pas besoin de se départir de sa culture. Après, effectivement, en tant que personne racisée, on peut être l'objet de micro-agressions, on va dire, sur notre lieu de travail. Après, il faut se rappeler que c'est un lieu de travail et on a différentes manières de réagir à ces micro-agressions. On peut décider de ne pas réagir à ces micro-agressions simplement parce qu'on estime qu'on est là de façon temporaire. On n'est pas là pour affirmer qui on est ou pas, parce qu'on est ce qu'on est. Et on peut rester en retrait, ce n'est pas ne pas être fort en fait. C'est simplement aussi une stratégie pour se protéger. Donc voilà, moi j'estime que la culture, chacun de nous a sa culture. Quand on se retrouve dans un environnement professionnel, c'est un brassage de cultures différentes et on n'a pas besoin d'avoir des actions particulières par rapport à notre culture. Et donc, en tant que femme racisée, est-ce qu'il est difficile pour nous de pouvoir nous intégrer par nos compétences? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme, toi ou toutes celles que tu as peut-être rencontrées sur ton parcours, qui ont les compétences nécessaires pour un poste quelconque ou à un moment instant T, est-ce que ces femmes-là sont confrontées à des difficultés d'office ou tout simplement c'est elles aussi qui se mettent dans une posture où elles ont l'impression qu'elles ne sont pas reconnues? Alors, il y a deux choses. Déjà, en tant que femme, on a des difficultés. Déjà, de par notre genre, on a des difficultés. Simplement parce que quand on est femme, quand on arrive à un certain âge, dans la société, on va se demander si on veut ou pas avoir des enfants. Et ça va plus ou moins conditionner notre évolution selon si sur le poste sur lequel on a besoin d'une certaine disponibilité. Donc déjà, on va être discriminé par rapport à un homme.
Parce qu'un homme, il peut avoir une famille, mais il ne sera pas conditionné par le fait de devoir départager son temps entre sa famille et son travail, ce qui est en revanche le cas des mamans. Donc, en tant que femme, déjà, on va être discriminé. Ensuite, en tant que personne racisée, on peut effectivement être discriminé tout simplement parce qu'en fait, se pose la question de la représentativité. On est dans un environnement majoritairement blanc, où on arrive, où on n'est pas forcément en majorité, effectivement, on est en minorité, et il y a certaines croyances, certains préjugés qui vont faire qu'à compétences égales, on va avoir des préjugés sur les nôtres. Et après, c'est justement pour ça que j'ai créé le plafond de verre, le podcast. L'idée, c'est de se dire, il y a des préjugés en face, en effet, comment on peut faire pour les contourner ? Comment on peut faire pour ne pas rentrer dans ces croyances limitantes et se dire, par exemple, ça, c'est pas pour moi. Ce poste n'est pas pour moi. Ça, je pourrais pas y accéder parce que je suis une femme déjà. Et ensuite, je suis une femme noire. Il y a une manière, et c'est pour ça qu'il faut élaborer une stratégie professionnelle. Se dire, par exemple, à compétences égales, je brigue ce poste. Il y a un blanc qui est à côté, ou il y a un homme blanc qui est à côté, qui a les mêmes compétences que moi, qui veut briguer ce poste. Comment je vais manifester ma volonté pour avoir ce poste ? Évidemment, dans votre travail, vous allez devoir mettre en place des stratégies qui vont vous rendre éligible à ce poste. Déjà, il faut manifester votre intérêt pour le poste. Ensuite, dans le travail que vous effectuez au quotidien, il va falloir vous distinguer pour pouvoir légitimer le fait que vous êtes légitime à ce poste. Il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir faire pour pouvoir montrer que le fait que vous soyez femme ou le fait que vous soyez noire, ça ne vous disqualifie pas pour ce poste. Je ne sais pas si tu... Ah si, tout à fait, totalement, voilà. Bien sûr, oui. Voilà, donc effectivement, en tant que femme et en tant que personne noire, on peut se retrouver discriminé. C'est là qu'on va rencontrer un certain plafond de verre. On parle déjà du plafond de verre en France en disant que pour un poste à compétences égales, un homme touche plus qu'une femme, par exemple, déjà à la base. Il y a une sorte de discrimination là à ce niveau-là. Ensuite, en tant que personne racisée, sur certains postes à responsabilité, on ne va pas retrouver de personnes racisées parce qu'il y a déjà une petite bataille entre les hommes et les femmes. Donc déjà... qui se fait d'office. Voilà, qui se fait d'office. Et ensuite, après, quand on progresse en entonnoir, bien entendu, voilà, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus parce que il y a un poste. Et après, il y a des critères plus ou moins viables ou discutables qui vont rentrer en ligne de cause pour pouvoir accéder à ce poste de responsabilité ou pas. Mais simplement, mon propos, c'est de dire qu'on peut avoir des croyances limitantes. Ce plafond de verre peut exister, mais on peut le contourner si on décide d'avoir une stratégie professionnelle et si on décide de se donner les moyens, justement, dans sa stratégie professionnelle pour accéder au poste. Parce que, bien entendu, il y a quand même des personnes noires qui occupent des postes à responsabilité. Il y a quand même des personnes noires qui sont très compétentes et qui arrivent à atteindre ces objectifs-là et qui arrivent à contourner ce plafond de verre. Donc, ça veut dire que c'est possible, en fait. Et aujourd'hui, on entend souvent, il y a un adage qui dit souvent, et on le dit, peut-être que même moi-même, j'ai eu à le dire parfois, c'est ce côté où on a souvent tendance à conseiller nos plus jeunes, en leur disant, d'ailleurs nous-mêmes on nous l'a dit aussi, et donc finalement parfois on le dit encore aux autres, que tu es noir et tu devrais travailler doublement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette expression ou ce conseil-là, dans cette thématique-là, ou au sein de notre société, est-ce que tu penses qu'elle est toujours d'actualité ? Alors, dans la société, en entreprise, cette consigne est toujours d'actualité. Mais moi, ce n'est pas le conseil que je donne aux gens. Parce qu'en fait, travailler doublement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, travailler doublement ? Est-ce que ça veut dire que tu dois faire plus d'horaires que tes collègues ? Est-ce que ça veut dire que tu dois être plus visible ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on met dans travailler plus, en fait ? Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut bien faire son travail. Lorsqu'on fait bien son travail et qu'on le valorise, il y a deux choses. Il faut bien faire son travail et ensuite, il faut le valoriser. Lorsqu'on fait bien son travail et lorsqu'on le valorise, évidemment, on sort de l'ordinaire. En revanche, lorsqu'on se contente juste de bien faire son travail, et ça c'est l'un des codes en entreprise, et qu'on ne le valorise pas, on ne va pas venir vous chercher en fait. Parce que des gens qui travaillent bien, il y en a plein.
Et c'est l'une des stratégies professionnelles que les gens connaissent pas beaucoup. C'est que on se dit, bon, moi, j'ai bien fait mon travail, mon chef va le remarquer ou mon responsable va le remarquer. Non. Si tu l'informes pas, ton responsable, il a une trentaine de personnes sous sa responsabilité. Il ne sait pas exactement ce que toi, tu fais, toi, dans ton coin. En revanche, quand tu fais quelque chose correctement, rien t'empêche de shooter un mail à ton responsable en lui disant, voilà, j'ai accompli telle chose, ou voilà ce qui s'est passé, voilà, j'ai atteint mes chiffres, voilà, j'ai atteint mes objectifs, voilà la mission qui m'a été confiée, elle a été menée de bout en bout, voilà le retour du client qui est très satisfait, voilà ce genre d'informations qu'on garde par devers soi. Donc une implication personnelle. En se disant, exactement, en se disant que le responsable va s'en apercevoir tout seul. Non. Et c'est ça que j'appelle de la stratégie, en fait. Par rapport aux objectifs, aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, dans une entreprise, il y a des personnes qui ne sont pas particulièrement compétentes, mais simplement parce qu'elles ont appris à valoriser leur travail, elles évoluent plus vite. Et souvent, nous, on va avoir, alors, surtout les femmes, on a souvent le syndrome de l'imposteur en se disant est-ce qu'on est légitime, est-ce que si je valorise mon travail, ça fait pas comme si je faisais de la lèche un peu, mais non, j'ai de l'amour-propre, j'ai pas à valoriser mon travail, je le fais bien, ils s'en apercevront tout seuls. Erreur. Personne s'en aperçoit. Il faut valoriser son travail. Il faut, principe de base, il faut valoriser ce qu'on fait, il faut être fier du travail bien accompli et il faut le valoriser. Donc, en gros, il faut vraiment montrer son implication, sa présence au sein de son entreprise, de son milieu professionnel. Ah oui, tout à fait. S'imposer, quel que soit le secteur et quel que soit le rang. Quelle que soit la tâche. En fait, c'est pour ça que moi, je dirais travailler plus, ça veut rien dire. En revanche, dans toute chose de la vie, même, hein, c'est ce qu'on dit à nos enfants, même si on te donne une infime tâche, c'est-à-dire prendre le verre d'eau et aller le poser à l'évier, bah, assure-toi que quand tu pars déposer le verre d'eau, tu ne renverses pas de l'eau au passage, en fait. Donc, le verre arrive en entier à l'évier, tu renverses l'eau dans l'évier. Bah, tu l'as bien fait. Et il y a déjà un principe, même dans une famille, lorsqu'on donne une tâche à un enfant, ben, lorsqu'il l'a bien accompli, on le félicite. Oui, bien sûr, il va dire, à fait. ah, voilà, maman, j'ai bien fait. On dit, ah, ben, bravo. Eh ben, au travail, c'est pareil. On vous confie quelque chose. Ça paraît infantilisant ce que je dis, hein, mais c'est simplement une règle de base. Aujourd'hui, on vous confie une tâche à faire, la plus infime qu'elle soit. Il faut l'accomplir. Il faut bien l'accomplir. Et lorsque vous faites ça dans les petites choses, même dans les grandes choses, vous allez vous retrouver à faire ça. Et déjà, vous allez travailler ce qu'on appelle en fait votre personal branding, hein, simplement. Totalement, on va s'apercevoir que vous êtes une personne fiable, une personne digne de confiance. Lorsqu'on vous fixe des objectifs avec des délais, par exemple, on va vous dire, oui, est-ce que vous pouvez programmer une réunion pour mercredi ? N'attendez pas mardi soir pour la programmer. Au moment où on vous le dit, si c'est une tâche que vous pouvez évacuer, au moment où on vous le dit, vous le faites tout de suite. Et en fait, le fait de le faire tout de suite, eh ben, si vous faites ça, c'est un principe que vous appliquez sur plusieurs choses, on va retenir de vous que vous êtes une personne réactive. C'est-à-dire que lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, vous le faites et vite. C'est pas juste vous le faites, mais vous le faites vite. Et ensuite, on va rajouter la notion de bien, vous le faites vite et bien. Est-ce que ça, on ne peut pas le qualifier comme une valeur ajoutée? Parce qu'aujourd'hui, on peut tous avoir les mêmes compétences, hein, compétences égales, mais qu'est-ce qui peut nous différencier en tant que femmes finalement? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à partir de l'instant où on a été recruté sur ce poste-là, c'est qu'on a évalué que vous avez les prérequis pour le poste. Mais après, pour pouvoir évoluer dans ce poste-là, il va peut-être finalement avoir cette valeur ajoutée, il va falloir avoir cette implication et même une anticipation. Bah, avoir les prérequis pour un poste, c'est pas suffisant. Tout simplement parce que sur certains postes, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez également des collègues. Qu'est-ce qui vous distingue de vos collègues dans ce que vous faites ? Dans mon podcast, par exemple, j'aborde la problématique des augmentations annuelles. Les augmentations annuelles, c'est lorsque vous rentrez dans une société, vous avez négocié un salaire et ce salaire, il peut être revu annuellement chaque année. Donc, on va vous proposer un pourcentage d'augmentation et ce pourcentage d'augmentation, il est calculé par rapport à votre performance dans l'année. Ce qu'on appelle votre performance dans l'année, c'est comment vous avez effectué vos tâches, ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce que vous avez juste fait votre travail? Est-ce que vous avez dépassé ce qui était attendu de vous? Et par rapport à ça, on va décider que non. Ah ben non, Sandrina, elle s'est bien distinguée cette année. Non, on pense que franchement, par rapport à Cyril, par exemple, elle s'est quand même pas mal investie. On va la récompenser. Et donc, on va la récompenser avec une augmentation.
Mais ces choses-là, elles ne se décident pas au moment où votre responsable vient vous en parler. Et sur quoi il se base pour évaluer ça? C'est pour ça que je parlais du personal branding tout à l'heure. C'est par rapport à votre réactivité, par rapport à la manière dont vous accomplissez vos tâches, par rapport à la manière dont vous remplissez vos objectifs. Et ça, c'est des choses qui se préparent en amont. Et aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir, comme vous disiez, comme tu disais, les prérequis pour accéder à un poste. Mais aujourd'hui, à ce poste, par exemple, on est 5. Qu'est-ce qui me rend éligible à une augmentation par rapport à mes 4 autres collègues? On fait tous la même chose et on fait tous bien notre travail. Exactement, tout à fait. C'est la manière dont je vais valoriser mon travail qui va me distinguer par rapport à mes collègues. Et valoriser mon travail, c'est pas dire l'autre il a mal fait pendant que moi j'ai bien fait. Non, valoriser mon travail, c'est bien faire les tâches qui me sont désignées et ensuite faire remarquer que j'ai bien fait ce qui m'a été demandé. Ou c'est aussi être force de proposition, voir qu'il y a un manque quelque part, il y a des choses à faire, par exemple il y a des process à améliorer, il y a des choses à organiser, prendre des initiatives en fait. Et dans la manière justement de se comporter en entreprise et de gérer son poste, c'est par rapport à ça que parfois vous allez voir qu'on va vous proposer des opportunités ou que vous allez créer des opportunités aussi. Parce que du coup, on va se dire, ah tiens, Sandrina, elle est force de proposition sur tel domaine, peut-être qu'on pourrait, on pourrait lui proposer de s'occuper de tel truc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est en fait, tout simplement, c'est ça que j'appelle de la stratégie professionnelle et c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup enseigné en fait. C'est des choses qui se trouvent dans le vécu des gens. Et s'ils veulent, ils le partagent. S'ils veulent pas, bah, ils le gardent pour eux. Et en fait, quand on est en entreprise, on est un peu livré à soi-même. Et donc, en fonction, on navigue un peu à vue. Et des fois, vous avez des personnes qui travaillent depuis 20 ans et qui n'ont jamais été augmentées. Jamais. Est-ce qu'on peut aussi parler de caractère? Parce que tout à l'heure, on a parlé de personal branding, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes aussi qui peuvent avoir toutes ces compétences, qui ont toutes ces ambitions et toutes ces choses-là, mais qui n'ont peut-être pas forcément un caractère qui vont leur permettre justement de faire prévaloir leurs droits ou cette fameuse reconnaissance dont on a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, pour toutes ces femmes, parce qu'il y a des femmes qui travaillent aussi réellement à compétences, qui sont même dans l'ambition, mais parce qu'ils vont leur manquer peut-être une certaine forme de caractère, où elles seront parfois effacées, parce que tout naturellement, elles vont se sentir en position de faiblesse par rapport à telle ou telle personne, tout simplement parce qu'on peut avoir des personnes, par exemple, qui s'expriment pas bien en français. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas parler français. Parce qu'il y a des personnes qui sont d'origine, qui ont peut-être du mal ou qui ont une intonation, une tonalité de voix qui peuvent parfois les disqualifier, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Et puis finalement, ces personnes-là, à cause de ça, elles vont travailler, elles vont se donner, mais à un certain moment donné, elles vont s'effacer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes-là? Moi, déjà, je vais dire une première chose. Je parlais de stratégie professionnelle tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un monde là où le numérique est très développé et où on peut trouver l'information n'importe où. La première, Google, c'est notre ami. Ah oui, Google, c'est notre ami. Aujourd'hui, on a également YouTube qui est notre ami. Et en tant que personne, lorsqu'on veut déterminer sa stratégie professionnelle, on peut, effectivement, il y a des caractères. Il y a des personnes qui sont plus introverties, il y a des personnes qui n'aiment pas être mises en avant, il y a des personnes qui sont satisfaites de ce qu'elles ont. Mon propos, c'est pas de dire que tout le monde doit accéder à des postes à responsabilité et que c'est le Graal. C'est pas ça du tout. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, en fonction du profil de chaque personne, on peut prétendre à certaines choses si simplement on élabore une stratégie professionnelle en se disant voilà où je suis, voilà où j'aimerais aller, comment puis-je faire pour y aller. Et aujourd'hui, pour une personne, par exemple, qui ne parle pas très bien français, ça, effectivement, par sa culture, ça peut s'expliquer. On a pris cet exemple-là, mais oui, après, on a pris cet exemple, voilà. Mais pour rester sur celui-là, sur une personne qui ne parle pas très bien français, la question qu'elle peut se poser, cette personne, comment puis-je faire pour mieux parler français? Là, on a pris l'exemple du français, mais on pourrait dire aussi l'anglais.
Dans certaines sociétés, l'anglais, c'est un prérequis, en fait. Vous avez des postes sur lesquels vous ne pouvez pas évoluer si vous ne parlez pas anglais. En tout cas, si vous n'avez pas un minimum les bases. Tout simplement parce que c'est des sociétés internationales. À un moment donné, vous allez avoir des interlocuteurs de langue étrangère et pour pouvoir vous comprendre, vous allez utiliser l'anglais. Donc, si vous n'avez pas de base en anglais, si vous n'êtes pas capable de tenir une conversation en anglais, vous n'allez pas accéder au poste. Les personnes qui se retrouvent dans cette situation, qu'est-ce qu'elles font ? Elles prennent des cours. Elles prennent des cours. Si elles n'ont pas la possibilité de prendre des cours, elles se font des cours en autodidacte. C'est-à-dire, pour l'anglais en général, les personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles regardent des choses en anglais, en version sous-titrée en anglais, pour pouvoir travailler leur vocabulaire, pour pouvoir travailler leur prononciation, pour pouvoir travailler leur diction et pour pouvoir travailler leur oreille. Ou elles écoutent des podcasts. Il y a énormément de contenu gratuit quand on veut apprendre une langue, pour pouvoir s'améliorer lorsqu'on bute sur une langue. Et ça, ce n'est pas une histoire de simplement même de compétences professionnelles. Aujourd'hui, pour les adultes, je vais même dévier par exemple sur l'analphabétisme. Il y a des personnes qui ne savent pas écrire. À un moment donné, il y a des cours pour les adultes pour leur apprendre à écrire. Si elles ont vraiment le désir d'écrire, elles prennent des cours. Et il y a beaucoup de choses gratuites aujourd'hui qui ne nécessitent pas forcément un investissement financier pour les personnes qui ont peu de moyens. Mais normalement, lorsqu'on on constate qu'on a des difficultés dans un domaine, la première solution, c'est d'essayer de résoudre ces difficultés. Et comment résoudre ces difficultés ? C'est essayer de se renseigner sur les moyens qui peuvent nous aider à résoudre ces difficultés. Et concernant la langue, la seule solution, c'est prendre des cours. Donc, en gros, quelque part, quand on est en entreprise et qu'on veut accéder à un poste où on veut une certaine reconnaissance et quand on sait qu'on a des lacunes, qu'on a des manquements. Ou quand on veut être à l'aise, tout simplement. Voilà. Au-delà même d'accéder à un poste, quand on a postulé quelque part, tout le monde ne veut pas forcément évoluer sur des postes à responsabilité. C'était mon propos de tout à l'heure. Mais dire simplement, quand on veut être à l'aise dans son poste, quand on ne veut pas être, par exemple, stigmatisé par rapport... quand on ressent une chaîne par rapport à la façon dont on s'exprime et qu'on se dise qu'on est timoré, à ce moment-là, il faut travailler ça. Et travailler ça, ce n'est pas s'acculturer en fait. C'est simplement dire, j'évolue avec des collègues de cultures différentes, je n'ai pas envie d'être stigmatisée par rapport à la façon dont je m'exprime, donc je vais travailler sur moi-même pour pouvoir mieux m'exprimer, pour pouvoir être à l'aise quand je vais être confronté à cet environnement. Exactement, et c'est même quelque chose de bien pour vous, parce que c'est pas quelque chose qui va être utile qu'en entreprise. C'est quelque chose qui va vous être utile ailleurs. Quand vous allez aller acheter du pain et que vous allez parler au boulanger, vous aurez plus honte de lui demander la baguette parce que vous savez parler correctement pour demander la baguette. Je vais prendre un petit exemple. Je suis née en France. Et quand j'avais 10 ans, mes parents sont repartis s'installer au Congo. Et ils m'ont emmené avec eux. Et quand je me suis installée au Congo, en fait, on habitait dans un quartier où les gens ne parlaient pas spécialement français. Ils parlaient en Congo. Et pour aller acheter du pain, simplement du pain, il fallait que je sache parler Congo. Et j'ai appris le Congo. J'ai appris le Kikongo. Et aujourd'hui, je parle couramment 5 langues de chez moi, mais je les ai apprises comme ça, au quartier. Parce qu'à un moment donné, quand je voulais jouer avec les enfants, je leur parlais en français. C'est pas qu'ils me comprenaient pas, mais ils avaient l'habitude de parler dans leur langue, en fait. Et moi, je me sentais marginalisée parce qu'en fait, j'étais un peu la personne qui venait d'ailleurs et qui parlait que français. Et j'ai appris la langue. Et aujourd'hui, ça a brisé cette barrière-là. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, je pouvais aller acheter du pain. Et souvent, c'était moi qu'on envoyait acheter le pain parce qu'on disait, toi, tu vas savoir demander. Et je partais acheter du pain. Et finalement, tu as pu avoir ta place. Complètement. C'est ça. Et surtout, aujourd'hui, ça m'est utile parce que aujourd'hui, je suis fière de parler couramment 5 langues de chez moi. Il y a des personnes qui sont sur place au Congo et qui ne parlent pas ces langues comme je les parle. Donc, c'est simplement pour dire que voilà, il y a des stratégies qui vont nous obliger à sortir de notre zone de confort, mais en même temps, elles vont nous être utiles sur la durée
pour la personne qui ne s'exprime pas bien en français, c'est vrai que ça peut constituer un handicap en entreprise, mais pas que, même dans la vie courante. Aujourd'hui, pour l'anglais, c'est pareil. Quand on va aller dans un autre pays et qu'on doit demander son chemin, il nous faut un petit peu des bases. Et finalement, quand on l'a appris, on est un peu plus à l'aise que quand on est en train de buter et un peu chercher ses mots. Donc voilà, il faut surtout s'interroger sur la chose qui nous différencie, à partir de quel moment, en fait, elle nous est utile d'abord à nous, avant même de l'être pour l'entreprise, et c'est jamais un investissement perdu. Donc aujourd'hui, on pourrait parler, quand on parle de ce fameux plafond de verre et quand on parle des minorités invisibles, c'est pas forcément pour atteindre des postes à responsabilité, mais c'est déjà d'arriver à trouver sa place au sein de cette société, que ce soit professionnel, que ce soit environnemental, sociétal. Exactement. Et après, par la suite, si on est beaucoup plus ambitieux ou si on aspire, parce que c'est une aspiration à prétendre ou à désirer à des postes à responsabilité, il va falloir se perfectionner à ce moment-là pour pouvoir monter en compétences, valoriser son travail pour pouvoir accéder à certaines choses. Après, moi, par exemple, dans le podcast, j'ai choisi de parler d'orientation scolaire aussi. Pourquoi ? Parce que justement, ce plafond de verre, on peut le constater très tôt déjà dans la poursuite de ses études. Des fois, par manque de représentativité, il va y avoir des enfants racisés qui vont se dire non, ça c'est pas pour moi, non, je peux pas être aviateur par exemple, non, je peux pas être astronaute, non, je peux pas être médecin, je suis pas assez intelligent, simplement parce que déjà à partir de la 3e, quand on commence à orienter les enfants, on commence déjà à leur dire des choses en fait. Par rapport au parcours qu'ils ont fait au collège, il arrive un moment où on doit les orienter, par exemple, en général ou en technique. Et là, déjà, on commence à casser un peu leur estime de soi. Absolument. en leur disant qu'ils ne sont pas légitimes à accéder à certains parcours scolaires. Sauf que ces fameux parcours scolaires les prédestinent ensuite à leur environnement professionnel. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager des vécus scolaires également, pour pouvoir justement contourner ces croyances limitantes et dire en fait que lorsqu'on travaille, lorsqu'on développe des stratégies, lorsqu'on investit sur soi, tout nous est accessible. Même si on est des personnes racisées, ça ne nous marginalise pas de la société, c'est une croyance limitante qu'il faut enlever. Ça ne veut pas dire que le plafond de verre n'existe pas, ça ne veut pas dire que la discrimination n'existe pas, mais ça veut simplement dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi se voir en tant que personne, voir quels sont les points qu'on peut améliorer, développer une stratégie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Par exemple, pour un petit jeune qui veut devenir médecin, il est en 3e. On lui dit oui, mais tout ton parcours, t'as pas assez bien travaillé, tu t'as pas de bonnes notes en mathématiques, etc. La biologie, c'est pas ça. Donc, nous, on va t'orienter en technique. Selon comment il est encadré chez lui, selon la connaissance qu'il va avoir, il peut ou pas contester cette décision, mais encore faut-il être informé en fait sur le sujet. Et si c'est vraiment son désir d'être médecin et qu'il est conscient, comme tu disais par exemple, qu'il faut qu'il travaille ses maths, qu'il faut qu'il travaille sa physique, qu'il faut qu'il travaille certaines choses, c'est à lui en fait de se fixer des objectifs pour pouvoir justement atteindre son objectif qui est d'intégrer une seconde générale pour ensuite avoir un bac S, un bac qui lui permettra d'accéder à des études de médecine. Mais si on ne lui dit pas, par exemple, depuis la 3e, on va se dire non, je suis pas assez intelligent. Non, il y a des personnes, elles évoluent. C'est pas simplement parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est juste parce qu'elles sont plus travailleuses, elles sont plus stratégiques. Simplement. Oui, on a connu d'ailleurs même des personnes qui pouvaient travailler, c'est-à-dire pendant le cours élémentaire, pendant le collège, et qui ont toujours été avec des très bonnes notes. Et puis finalement, quand on les revoit beaucoup plus tard, on constate que ça n'a rien à voir. Et on a connu aussi des personnes qui, sur le parcours justement scolaire, qui étaient un peu à la traîne et qui se sont révélées professionnellement. Professionnellement. Donc ça n'a absolument rien à voir. Complètement. Après, le travail, ça fait pas tout. Il y a un certain nombre de choses dont il faut tenir compte dans un environnement pour pouvoir effectivement atteindre ses objectifs. Il y a le développement de soi aussi. Hein. Oui, voilà. Mais ce que je disais simplement, c'est que aujourd'hui, il faut quand même tenir compte du fait qu'il y a aussi une part de travail qui est à accomplir par la personne
pour pouvoir accéder à la chose dont elle a envie. Et ça, elle ne peut pas simplement l'attribuer, par exemple, au plafond de verre ou à la discrimination. Il y a un certain nombre de choses. Il y a des personnes aussi qui sont passées par là. Et c'est justement pour ça que je questionne les vécus de personnes qui sont passées par là, pour qu'elles partagent leurs expériences et leurs stratégies, pour qu'elles disent « Ah, moi, j'ai vécu cette situation, voilà comment j'ai réagi et voilà comment j'en suis arrivée là ». Donc oui, le plafond de verre existe vraiment. C'est pas, oui, complètement. Il est vraiment là, il est vraiment présent. Mais il y a des moyens, il y a des outils qui nous donnent la possibilité de pouvoir le contourner. Voilà, et pas de le faire, briser, mais le contourner. Voilà, le contourner, parce que je pense que le briser, ça va peut-être prendre du temps. C'est tout un combat. Déjà, les femmes essayent de le briser, elles n'y arrivent pas. Alors, les personnes racisées, je ne sais pas, c'est encore autre chose. Voilà, mais au moins, on peut le contourner et on peut atteindre des niveaux auxquels on peut surtout ne pas imaginer. Et surtout, moi, tout dernièrement, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Mais tu sais, Sandrina, le problème, c'est que parfois, quand on arrive et qu'on te dit « Ah, mais oui, c'est la première femme dans tel domaine, mais le problème, c'est que je suis la seule femme qui a postulé ou la seule femme qui a fait ce parcours-là. Donc, c'est facile qu'on puisse dire que je suis la première femme. S'il y avait 15, 20, 30, 50 femmes, là, on allait aller rentrer dans une forme de compétence et peut-être que j'aurais peut-être pas été la première. Peut-être qu'on aurait pris la 5e, la 6e parce qu'elles auraient été plus performantes que moi. D'où l'intérêt d'aller questionner le vécu de ce genre de personnes, parce que la première femme, par exemple, je vais parler de Maya Angelou. Maya Angelou, c'est une activiste et écrivain afro-américaine qui a raconté son parcours dans des livres autobiographiques, dont le premier, c'est « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». Et dedans, elle partage une expérience. Dans l'Amérique des droits civiques, à l'époque où les Noirs sont encore très discriminés, en proie au racisme, et n'ont pas du tout le droit de vote, etc., elle décide de devenir conductrice de tramway. Sauf qu'en fait, elle veut devenir conductrice de tramway. Il n'y a pas de conducteur de tramway noir. Il n'y a que des blancs. Mais elle, c'est un métier qui l'intéresse, c'est ce qu'elle veut faire. Elle va se donner les moyens, elle le raconte dans son autobiographie, elle va se donner les moyens, elle va simplement faire ce que dit la personne que tu as rencontrée, elle va postuler. Et quand elle va postuler, même à la direction des trains, là, ils vont se dire, mais pourquoi elle postule ? Ils n'avaient jamais vu ça eux aussi, et simplement parce qu'il n'y avait pas de Noirs qui postulaient. Parce que les Noirs étaient partis par définition, par principe que ce n'est pas un boulot dans lequel on nous voit, donc ce n'est pas pour nous. Elle est partie, elle a postulé, elle a été prise, et elle s'est retrouvée être la première conductrice de tramway noire. Mais non, l'idée, c'est qu'elle a partagé son parcours dans une autobiographie, et ensuite, après elle, j'ose croire qu'il y a eu d'autres conductrices de tramway noirs. Quand on est précurseur dans un domaine, voilà, surtout quand on est une femme, voilà. L'idée, en fait, c'est qu'ensuite, il ne faut pas garder son témoignage pour soi, en fait. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, rendre accessible par son expérience ce vécu à d'autres femmes pour les inciter à faire de même. Aujourd'hui, par exemple, j'ai créé le podcast Le Plafond de Verre, simplement parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de croyances limitantes chez les personnes racisées, même en échangeant en entreprise. Aujourd'hui, j'ai à peu près 20 ans d'expérience professionnelle et en échangeant avec des personnes racisées, j'ai pu constater en tout cas qu'il y avait énormément de croyances limitantes. Pourquoi le parcours scolaire ? Parce qu'en tant que parent, j'ai été confrontée au plafond de verre. J'ai également entendu parler d'expériences de plafond de verre scolaire. Et je me suis dit, tiens, ces expériences, il faut les partager. Il faut les partager et il faut pouvoir aussi inciter les gens à se rendre compte, en fait, qu'il y a d'autres choses qui existent et qui sont possibles. Mais si aujourd'hui, ces témoignages, on les garde par-devers nous, les choses ne vont pas bouger, en fait. Pour pouvoir faire bouger les choses, il faut partager les parcours. Donc, cette personne qui est précurseur dans son domaine, il faut l'inciter à partager son expérience. Mais il y a aussi, justement, on peut être précurseur, mais après, à un certain moment donné, on peut se retrouver après à grand nombre sur un poste. Parce qu'au départ, on peut être la toute première,
Et puis on devient un modèle, on inspire d'autres femmes qui, elles aussi, après par la suite, vont vouloir postuler. Et puis finalement, ça va devenir un marché compétitif. Et puis finalement, ça ne sera plus la première noire où il n'y a que des noirs. Finalement, ça va devenir quelque chose de marginal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des postes où, sur ce poste-là, il y a autant de personnes qui soient de couleur noire, blanche et autres et tout ça. Bon, on a beaucoup parlé de médecine depuis tout à l'heure. Les médecins. Il y a plusieurs médecins. Il y a plusieurs spécialités. Je veux dire, il n'y a pas un métier où on doit se retrouver tout seul, en fait. Après, il y a des métiers d'exception, oui, où le domaine fait que c'est tellement rare qu'effectivement, il y a très peu de personnes qui sont dedans. Mais c'est bien pour ça que c'est des exceptions. Mais de manière globale, dans la société, pour qu'elle marche, pour qu'elle fonctionne, pour des services en entreprise, pour des entreprises, il n'y a pas un poste pour une personne. Il y a plusieurs postes à compétences égales pour plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, qu'une personne soit la première dans ce domaine, ça peut être une bonne chose. Et c'est également une bonne chose que ça soit ouvert à d'autres personnes. Aujourd'hui, par exemple, on va prendre dans la recherche scientifique, il y a des femmes. Il y a très peu de temps, à peine 50 ans en avant, il n'y avait pas de femmes. Pierre et Marie Curie, ils ont eu le prix Nobel ensemble. C'est un couple. Aujourd'hui, on a 2 femmes qui ont eu le prix Nobel en physique cette année. C'était quelque chose qui n'était pas possible il y a 50 ans. Marie Curie a ouvert la voie. Et aujourd'hui, ces 2 femmes, ce sont les premières, après un certain nombre d'années, à avoir reçu un prix Nobel. Donc oui, c'est pour dire, là, je prends l'exemple du prix Nobel qui reste, somme toute, une très haute distinction et qui est assez marginale. Oui. Mais pour ramener ça à un cadre quotidien, aujourd'hui, dans tous les métiers, il y a une variété de postes sur laquelle il peut y avoir plusieurs personnes en même temps. Ce n'est pas du tout un obstacle. Aujourd'hui, on était sur ce plateau, donc on a parlé de ce fameux plafond de verre qui est existant, qui est bel et bien présent. Alors Aurore nous a donné quelques pistes, des stratégies concernant ce plafond de verre, en disant que le plafond de verre, c'est vrai que c'est une expression de base, mais qu'après on peut l'adapter en fonction des situations et qu'on le retrouve finalement sur certaines strates de la société, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan scolaire, dans nos ambitions. Et bien évidemment, l'une, on va dire, des premiers éléments du plafond de verre, ce sont donc les croyances limitantes que chacune de nous, on peut avoir, que ce soit de par notre personne, de par notre culture ou de ce qui existe déjà dans l'histoire. Oui, tout à fait. Donc c'est une problématique auquel on est tous confrontés d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Et finalement, on est chacun responsable de nos choix et de faire en sorte de pouvoir contourner nos plafonds de verre en tant que femmes. Oui, tout à fait. C'est bel et bien ça. Tout à fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc sur ce plateau, nous en avons parlé. Mais Aurore, qu'est-ce que tu penses justement de ces femmes qui aujourd'hui se sentent limitées? Ces femmes qui aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Aujourd'hui, ces femmes qui sont là, qui nous écouteront, qui nous suivent, celles qui prendront peut-être le temps par la suite, toi qui travailles depuis 20 ans, toi qui quand même aujourd'hui est quand même un porte-parole, puisque aujourd'hui, tu te permets aujourd'hui de faire sortir des faits qui sont réels, afin que nous puissions, nous, femmes, voir ce qui se passe, ce qui existe. Quels sont les conseils que tu pourrais donner concrètement, une fois qu'on en a discuté, là, qu'on en a parlé, qu'on a essayé de mettre des noms, des mots, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes-là en quelques mots? De manière plus globale, il y a une expression, c'est un peu africaine, je dirais, qui dit on n'est pas venu accompagner les gens sur Terre. Hein. En fait, chacun sait pourquoi il est là. Il faut simplement, il faut pas se limiter, en fait. Si vous avez des rêves, vivez-les. Et pour pouvoir vivre vos rêves, il faut simplement vous demander comment vous pouvez les réaliser. Et à partir du comment, vous allez trouver le pourquoi. Déjà, pourquoi vous voulez les réaliser. Ensuite, comment. Et en trouvant le comment, petit à petit, en fait, vous allez mettre une petite marche. C'est, par exemple, j'aimerais conduire une voiture. Qu'est-ce qu'il vous faut pour conduire une voiture? Le permis, déjà. Voilà. Pour avoir le permis, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller à l'auto-école. S'inscrire. Prendre des cours de conduite. Apprendre le code de la route.
Une fois qu'on a fait ça, on a son permis. Après, une fois que vous avez votre permis, vous aurez la motivation pour avoir une voiture, pour la conduire. Donc, vous allez chercher une voiture, vous allez acheter une voiture et vous allez la conduire. Mais avant d'en arriver à là, vous avez d'abord l'idée qui vous est venue. Vous avez regardé, vous avez dit, tiens, j'aimerais conduire une voiture. Mais pour pouvoir conduire une voiture, faut que j'apprenne à conduire. Et j'apprends à conduire. Une fois que j'ai appris à conduire, je cherche une voiture dans mes moyens. Une fois que j'ai trouvé une voiture, je l'achète et je la conduis. C'est réalisable. Et en fait, vous pouvez traiter tous vos rêves comme ça. Et il y en a certains qui vont vous prendre du temps. Il y en a d'autres qui ne se réaliseront pas parce qu'au fur et à mesure du chemin, vous en aurez peut-être d'autres, des rêves. Et ces rêves, les rêves que vous aviez avant, finalement, vous allez peut-être changer d'avis. Vous auriez d'autres rêves. Mais en fait, il n'y a rien qui se fait tout seul. En toute chose, il faut s'investir. Et donc aujourd'hui, si vous vous sentez limité, c'est parce que vous vous limitez. Il ne faut pas se limiter en fait. En toute chose. Des fois, on voit des espèces de vidéos sur les réseaux sociaux où on voit une personne qui n'a pas de bras mais qui prépare. On voit une personne qui n'a pas de pieds mais qui conduit. Et puis on se dit « Waouh ! Et moi je suis là avec mes 2 bras et mes 2 pieds et je me plains. » Non, cette personne, elle s'est simplement dit « Ok, j'ai pas de bras, qu'est-ce que je fais ?» Je me morfonds. Je me morfonds, je fais quelque chose. Celui qui n'a pas de pied, j'ai vu une vidéo et ça m'avait énormément touchée parce que c'est un monsieur en fait qui a un handicap physique, il n'a pas de jambes, il a une femme et 3 enfants. Il y a des personnes qui sont tout à fait valides et qui sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants et qui se disent oh là là, j'arrive pas, c'est compliqué. La personne elle s'est pas dit non, moi j'ai pas de jambes, je vais jamais me marier, je n'aurai pas d'enfants. Elle s'est donné les moyens, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui également ne l'a pas. Et je pense que déjà le fait que la personne n'ait pas un regard sur elle limité a permis que la personne qui l'ait regardée ne l'ait pas vue comme une personne limitée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi le regard qu'on porte sur soi. Donc, se limiter, c'est déjà le regard que vous portez sur vous-même. Sans vous rendre compte, vous allez le projeter sur les gens, en fait. Donc, il ne faut pas se limiter. Personne ne fait quelque chose d'exceptionnel. On a tous 2 bras, on a tous 2 jambes. Et à un moment donné, c'est de la prise de décision. Il faut vous dire, moi j'ai envie de faire telle chose. Comment je peux faire pour faire telle chose ? Et une fois que vous allez commencer à réfléchir à ça, travaillez chaque jour un peu pour réaliser la chose que vous voulez faire. Chaque jour un peu. Une langue ? J'aimerais parler anglais. C'est bien de vouloir parler anglais. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour parler anglais ? Il y a des gens, ils se disent, moi, je veux parler anglais. Il y a des gens, ils vont se dire, moi, je veux parler anglais dans 6 mois. Bon, comme je veux parler anglais dans 6 mois, 20 minutes par jour, je vais travailler mon anglais. Il s'y tient. 20 minutes par jour, il travaille son anglais. Et dans 6 mois, il parle anglais. Il y a des gens à qui ça va prendre plus de temps. Ils vont se dire, j'aimerais parler anglais, mais ils ne vont pas se fixer d'objectif. Donc, ça va leur prendre du temps parce qu'ils n'ont pas de stratégie derrière. Donc, ils vont travailler un peu de temps en temps. De temps en temps, ils vont oublier qu'ils avaient envie, donc ils ne vont pas travailler dessus. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Mais encore une fois, je parle aux personnes qui se sentent limitées. On a tous et toutes nos croyances limitantes. Mais en fait, il faut simplement vous poser la question du pourquoi vous faites les choses et comment vous voulez arriver à faire les choses. Une fois que vous vous êtes posé la question du pourquoi et du comment, mettez-vous au travail. Et on a parlé de toutes ces choses-là. Et est-ce qu'on a élaboré, mais vraiment, il ne nous reste plus beaucoup de temps, de ces personnes qui font face à l'échec. C'est-à-dire que je parlais anglais. Je me suis donné 6 mois. Et tous les jours, je fais 20 minutes. Et finalement, au bout de 6 mois, je ne sais toujours pas parler anglais. Mais pourtant, j'ai fait tout ce qui était plus ou moins nécessaire, ce qui m'était donné, entre guillemets, d'être nécessaire. Peut-être que pour vous, ce n'était pas 6 mois. Peut-être que pour vous, c'est 2 ans. En fait, après, il faut se fixer des objectifs réalistes aussi. La question, ce n'est pas de se dire, bon, moi, je vais parler anglais dans 6 mois, donc dans 6 mois, je parle anglais. Non. Il faut déjà faire un audit de ce dont vous vous sentez capable et ensuite vous fixer un objectif réaliste par rapport à ce que vous voulez faire. Et peut-être que parfois, dans votre stratégie, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Peut-être que vous n'avez pas réussi à parler pendant 6 mois anglais parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement, peut-être que vous avez besoin d'un professeur, peut-être que vous avez besoin de parler avec des Anglais tous les jours, peut-être
Par exemple, j'ai une amie qui voulait parler anglais. Sa stratégie, c'était de se connecter via Internet avec des personnes anglophones et de leur parler un petit peu chaque jour. Parce qu'elle se disait, moi, toute seule dans mon coin, je ne vais pas y arriver. Ou moi, tout seul dans mon coin, je ne vais pas y arriver. En revanche, si je parle 15 minutes avec Marie qui se trouve aux États-Unis et je parle 15 minutes par jour avec Yvan qui se trouve au Brésil ou avec Y qui se trouve, etc., en anglais, je vais plus pratiquer qu'en me mettant moi 1 heure en fait devant un cours et sans rien assimiler de ce que je comprends. Et aujourd'hui, la personne, elle a, voilà, il faut vous poser des objectifs réalistes. Et si vous vivez l'échec, tout le monde vit l'échec, mais il faut interroger les raisons de cet échec. Pourquoi j'ai échoué ? Est-ce parce que j'ai pas assez travaillé ? Est-ce que c'est parce que j'avais pas la bonne méthode ? Est-ce parce que j'ai pas assez investi ? Et corriger ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir avancer. Alors donc aujourd'hui sur ce plateau, nous avons eu Aurore Foukissa qui est venue nous parler du plafond de verre, la stratégie avec les femmes, comment faire pour pouvoir contourner ce fameux plafond de verre. Alors c'est vrai qu'on pourrait en parler en long et en large. C'est un sujet qui est tellement vaste selon les différents domaines. Et c'est vrai que là, en 1 heure, on a juste survolé, oui, on n'a pas rafleuré. Il est très difficile de développer en profondeur. De le développer en profondeur. Mais néanmoins, on a quand même pu mettre une explication, on a quand même pu mettre un mot à ce plafond de verre. Et surtout, nous, femmes, quelques pistes, quelques stratégies, quelques outils qui vont nous permettre de mieux aborder notre intégration, notre évolution, notre croissance, mieux faire face aussi. J'aimerais rajouter quelque chose. J'ai pris beaucoup de raccourcis aujourd'hui en parlant, mais simplement parce que le format nous l'impose. On n'avait pas beaucoup de temps à passer ensemble, mais ce que je voudrais dire, en tout cas pour les personnes qui se sentent limitées ou qui ont des problèmes de confiance en soi, la stratégie, c'est aussi également de travailler sur cet aspect. Se dire, moi, j'ai pas assez confiance en moi. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir confiance en moi ? Quelle stratégie je dois développer pour avoir confiance en moi ? Est-ce que je dois prendre des cours ? Est-ce que je dois me faire coacher ? Est-ce que je dois écouter de la méditation tous les jours ? Est-ce que je dois me répéter des choses tous les jours pour prendre confiance en moi ? En tout cas, à partir du moment où vous identifiez un problème, essayez d'identifier les solutions ou les voies de solution, en tout cas, pour essayer de résoudre ce problème. Et quand vous faites ça, vous avez déjà un début de solution. C'était Aurore Foukissa qui est venue nous parler du plafond de verre, qui est venue nous donner sa contribution. Donc, c'était un nouveau profil que nous avons eu sur ce plateau. Alors, Aurore, si on peut te retrouver, je sais qu'au début de cette émission, tu nous as dit exactement où est-ce qu'on pouvait te retrouver. Est-ce que là encore, tu peux encore dire à nos spectateurs où est-ce que nous pouvons te retrouver ? Et est-ce que tu as déjà un thème, toi, pour ton premier podcast qui va arriver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, mon premier réseau social, donc moi, Aurore Fuchs, c'est Aurore Fuchs sur Instagram ou sur Facebook. Et pour ce qui concerne le podcast, c'est la page Le Plafond de Verre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Donc, encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et SoundCloud. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était Aurore Foukissa qui nous a fait honneur de sa présence sur ce plateau. Ça a été encore un autre profil. Nous avons découvert donc son univers, ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît. Elle nous a vraiment donné des pistes, des brindilles, parce que c'est encore que des brindilles. Mais je pense que si vous la suivez, elle développera un peu plus selon les thématiques qu'elle abordera. Et donc, je vous invite réellement à la suivre, à l'encourager, surtout sur ce qu'elle fait. C'est très important et c'est très nécessaire, en tout cas pour la suite de son évolution à elle. Quant à moi, je vous remercie énormément de nous soutenir sur ce plateau et surtout sur Femmes Générationnelles, parce qu'il faut savoir que c'est grâce à vous que nous existons, parce que vous êtes là. Alors moi, je me fais vraiment un honneur de pouvoir vous rencontrer et surtout de pouvoir vous servir, parce que je suis là à votre service. Je sais que vous êtes là sur cette tribune et que chacune de vous, vous venez nous apporter votre contribution à travers vos témoignages, à travers vos expertises. Et pour cela, je voulais tout simplement vous dire merci. Alors n'hésitez pas, vous femmes qui nous écoutez, qui nous suivez, peut-être que vous aussi, vous avez besoin de venir tout simplement nous faire part, pourquoi pas, d'une expertise, d'une expérience, d'un témoignage, mais surtout aussi, si vous avez un événement et que vous avez besoin d'une promotion quelconque concernant votre émission, votre événement, excusez-moi, ce plateau, il est là, il est pour vous. Vous êtes en tout cas, du moins, la bienvenue. Alors, c'était Sandrina Pacotte de Femmes Générationnelles. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez
n'oubliez pas, nous sommes sur le mois de la sensibilisation, de la prévention et de la Du cancer. mobilisation du cancer. C'est Octobre Rose. Ce n'est pas que le mois d'octobre, c'est toute l'année normalement, mais on martèle beaucoup plus pendant ce mois. Alors, femmes, n'oublie pas de pouvoir faire ton dépistage. C'était Sandrina Pacotte de Femmes Générationnelles. Merci. Merci.